La piste accidentelle privilégiée après l'incendie qui a fait 9 morts dans une maison de retraite près de Lyon. Les enquêteurs évoquent l'hypothèse d'une bougie. Les systèmes de sécurité en tout cas ont bien fonctionné. Y a-t-il eu détournement d'une rançon à l'occasion de la libération des otages au Liban? Deux proches de Charles Pasqua et Jean-Charles Marchiani sont mis en examen. Les deux hommes dénoncent une machination. Un parfum de présidentiel a flotté sur la cérémonie des vœux du gouvernement et du chef de l'État. Jacques Chirac appelle à éviter les affrontements stériles. Lionel Jospin souhaite un débat responsable et clair. L'euro fait son chemin, 50% des transactions en France aujourd'hui dans la monnaie européenne, mais quelques problèmes de pénurie de monnaie. L'euro qui a gagné 2% face au dollar depuis le début de la semaine. La presse américaine salue son avènement. Il est donné favori pour Matignon en cas de victoire de Lionel Jospin à la présidentielle. François Hollande, premier secrétaire du PS, est l'invité de Questions ouvertes juste après ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Que s'est-il passé exactement à la maison de retraite de Saint-Bonnet-de-Mur près de Lyon hier soir? L'établissement était aux normes, il y avait 78 résidents, dont 27 à l'étage touché par l'incendie, 27 femmes invalides, 9 n'ont donc pas survécu. De toute évidence, le système de sécurité a bien fonctionné. Il semble tout simplement que le personnel n'ait pas eu le temps d'évacuer tout le monde. Sur place, Benoît Gadret. Les victimes, des femmes âgées de 90 à 95 ans, vivaient ici, alitées ou dans un fauteuil roulant. Elles étaient dépendantes, impossible pour elles de s'enfuir seules quand le feu a pris dans cette chambre. La fumée a très vite envahi le couloir. Les portes coupe-feu se sont bien refermées, mais le personnel n'a rien pu faire. La toxicité des fumées et l'épaisseur de ces fumées ont très rapidement empêché les gens non équipés de masques comme les pompiers d'accéder dans la zone du sinistre. Des autopsies pratiquées aujourd'hui, il ressort que les victimes sont mortes asphyxiées. Les autres pensionnaires n'ont pas été évacués, c'est seulement ce matin qu'ils ont pris connaissance de l'ampleur du drame quand la directrice les a informés. C'est très très dur parce que il faut que nous on l'accepte et que eux on leur fasse le deuil des personnes qui étaient à leur table. La maison de retraite construite il y a 15 ans accueillait 78 personnes. La commission de sécurité l'avait inspectée il y a maintenant un an. Les choses étaient complètement aux normes, donc il n'y avait aucune difficulté. Le personnel était là au complet hier soir. Donc là, c'est l'enquête judiciaire qui va nous dire réellement ce qui s'est passé. Selon les premiers éléments de cette enquête, l'origine du sinistre serait accidentelle. Peut-être une bougie offerte par une famille dans l'après-midi. Un bougeoir cassé a en effet été retrouvé dans la chambre où le feu a pris. Les enquêteurs s'interrogent également sur l'absence de personnel à l'étage des victimes au moment du drame. Le parquet de Lyon ouvrira lundi une information judiciaire pour homicide involontaire. Incendie volontaire cette fois à Nantes et Saint-Herblain. La nuit du Nouvel An avait déjà été très agitée. Cette fois, ce sont 18 voitures qui ont été brûlées. Comme souvent, aucune explication. Il n'y a eu ni blessés ni affrontement avec les forces de l'ordre. À noter qu'à Strasbourg, 8 personnes qui avaient participé aux violences la nuit du 31 ont été condamnées à des peines de 2 mois avec sursis à 3 mois de prison ferme. Au Havre, c'est la suite de la série noire, si on peut employer l'expression. Cette fois, c'est une école maternelle qui a été presque entièrement détruite par les flammes. Là encore, pas d'explication. Cette affaire qui relance les interrogations sur les conditions de libération des otages français au Liban, c'était en 1988. Officiellement, il n'y a jamais eu de rançon, seulement des rumeurs. Ce matin, l'Est républicain révèle qu'une collaboratrice de Charles Pasqua, à l'époque ministre de l'Intérieur, et l'épouse du préfet Marchiani ont été mises en examen. Elles seraient soupçonnées d'avoir détourné en partie l'argent d'une rançon. Très vive protestation ce soir des deux intéressés. Yasmina Farber. La liberté enfin pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann et Marcel Carton. Le soulagement et un succès politique pour Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de l'époque, et pour Jacques Chirac, alors Premier ministre. Mais à quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles, pas d'explication sur les modalités de ces libérations. Pour ce qui concerne le reste, vous comprendrez que je ne fasse pas ce soir de commentaires. Est-ce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé sur les négociations? Merci. Officiellement, il n'y a pas eu de rançon. Seul le talent diplomatique de Jean-Charles Marchiani, le négociateur sur le terrain, et l'intervention des frères Safa, deux Libanais chrétiens très influents, seraient à l'origine de cet heureux dénouement. L'Est républicain révèle une note de la DST. 3 millions de dollars auraient été versés aux ravisseurs pour transiter par la suite sur les comptes suisses des frères Safa.
Selon le contre-espionnage, une collaboratrice de Charles Pasqua et l'épouse de Jean-Charles Marchiani auraient bénéficié de sommes en liquide issues des comptes bancaires parisiens des frères libanais. Impossible, répond le négociateur. Ce sont des gens qui ont agi par patriotisme. Avec les ravisseurs, il n'a jamais été question de la moindre demande de rançon et le gouvernement français, à ma connaissance, n'a jamais débloqué la moindre somme. La direction de la surveillance du territoire a transmis des photocopies de bordereaux de retrait en espèces des comptes des frères Safa, 1 200 000 francs en l'an 2000. Le parquet de Paris a demandé l'ouverture d'une enquête, une procédure qui étonne Charles Pasqua. Cette affaire résulte d'une note de la DST concernant des informations recueillies auprès de qui, personne n'en sait rien. Et comme par hasard, cette affaire éclate aujourd'hui à quelques jours de mon entrée dans la campagne présidentielle. J'ai du mal à penser que tout ça est le résultat de coïncidence. La juge Prévost-Després a mis en examen Mme Marchiani et Mme Faure pour blanchiment. Quant à Charles Pasqua, il demande l'ouverture d'une information judiciaire pour dénonciation calomnieuse. Charles Pasqua qui accuse un cabinet noir à Matignon d'être responsable de cette affaire. Réaction du ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, dont dépend, rappelons-le, la DST. C'est une affaire de justice. Fin de citation. La campagne électorale, elle n'a pas officiellement commencé, mais elle est dans tous les esprits. Juste avant le Conseil des ministres, le gouvernement et le président de la République ont échangé leurs vœux de bonne année. Échange très courtois, très bon esprit, mais sans concession. Philippe Boisserie, Rémi Poissonnier, Didier Rancoeur. Dans la course à l'Elysée, ce matin, c'est Bernard Kouchner qui est arrivé le premier. Le ski est parfois plus impitoyable que la politique. Entouré de ses ministres valides, Lionel Jospin n'était pas loin et l'on se demandait ce que pouvait bien souhaiter le probable candidat à son non moins probable adversaire. Il veut pour la nouvelle année, comme chaque année, mais sans doute pour la dernière fois. Quant à lui souhaiter une bonne réélection, sans avoir entendu la réponse. Dans ses vœux chaleureux et cordiaux adressés au président de la République, à son épouse et à sa famille, Lionel Jospin n'avait pas oublié de glisser quelques piques. Mais bien sûr, il souhaite une campagne placée sous le signe de la responsabilité et de la clarté. Jacques Chirac, lui, a d'abord présenté ses vœux à la garde républicaine, puis au gouvernement. Son fleuret n'était pas moins moucheté et le président d'appeler une nouvelle fois à des réformes importantes. Un petit air de programme qui n'a pas convaincu l'auditoire. Chacun s'est souhaité une bonne année en termes de santé. Mais bon, j'avais l'impression que pour les membres du gouvernement, on souhaitait que l'année de Lionel Jospin soit meilleure que celle de Jacques Chirac. Bien sûr, Jacques Chirac a lui aussi souhaité une campagne intense et digne, excluant les affrontements stériles entre les hommes. Chacun le sait, les vœux peuvent être les plus sincères, à condition de ne pas être pieux. Et une information à propos de la campagne électorale, la publication des sondages sera sans doute autorisée jusqu'au vendredi soir précédant le scrutin. Les règles seront définies le 16 janvier. Et puis toujours à propos de politique, ce thermomètre très subjectif de la place et de la popularité des uns et des autres, le musée Grévin. Il y a ceux qui sont à l'entrée, ceux qui sont poussés vers la sortie et ceux qui sont au placard, au sens propre du terme. Le nouveau maire de Paris, Bertrand Delanoë, assistait aujourd'hui à l'inauguration de sa statue de cire. Reportage Laurent Hakim, Bernie Mériot. Le mannequin là, le mec qui est là... Le mec en question, il aura quand même fallu 3 mois pour le sculpter et 3 semaines pour le coiffer et le maquiller. Dans un petit atelier niché sous les toits du musée Grévin, on croise une Julia Roberts en plein lifting ou encore un Elton John et un Schwarzenegger hilar. Un rival du maire de Paris a même négligemment laissé traîner ses mains sur un coin de table. Ce qui nous ferait le plus plaisir, c'est qu'ils nous disent évidemment c'est bien moi, je me reconnais, qu'ils soient impressionnés. Et puis ce qui nous ferait de la peine, c'est que ça ne lui fasse aucune impression de se voir. Oh là là, dur, hein. Bon. Faut assumer, faut accepter. Hein. En fait, Bertrand Delanoë se trouve très élégant de pied en cap. Il faut dire que le costume vient de chez son propre tailleur. Reste un brin de coquetterie. Oui, il me semble que je suis un peu plus mince que ça, non? Il rejoint ainsi les 5 autres hommes politiques sélectionnés par l'Académie Grévin, De Gaulle, Chirac, Jospin, Pasqua et Séguin. J'ai vraiment rien demandé et je pense pas que des amis aient demandé pour moi, non. Non, simplement, bon ben voilà, ils ont peut-être pensé que ça avait un sens. Puis quand ça n'aura pas, ils m'enlèveront, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et oui, quand on n'a plus la cote, on peut se retrouver tel un baladur décapité au fond d'un placard entre Napoléon et Fernandel,
Encore plus qu'en politique, au musée Grévin, les destins sont éphémères. L'euro jour J+3, selon Bruxelles, les transactions en monnaie européenne représentent déjà 50% du total en France. Aucun accroc majeur, mais toujours une pénurie de petites monnaies dans la grande distribution, c'est nouveau, et toujours dans le petit commerce. Amaury Guibert, Jean-François Chevet. On manque de monnaie, on n'a pas assez de billets, on n'arrive pas. Sur le Vieux-Port de Marseille, c'est le casse-tête pour certains commerçants quand il faut rendre la monnaie en euros. Pénurie de billets, pénurie de pièces. À Paris aussi, quand un client veut payer avec une grosse coupure, cela pose problème. Voilà, si vous me donnez un billet de 500 francs, ça je ne peux pas vous rendre, c'est pas possible. Je ne peux pas vous rendre en euros, je suis obligée de vous rendre en francs. Un peu plus loin, à la boulangerie, ce sont les billets de 5 et 10 euros qui manquent. On se rend compte que ce qu'on a commandé ne suffit pas pour faire le roulement, quoi. Dans certains commerces, la situation est critique car les banques ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Et vous pensez que vous allez pouvoir tenir combien de jours? A priori 2-3 jours, pas plus. Alors, 50 et 100 francs, hein. Mais tout le monde ne semble pas loger à la même enseigne. Ici, les caisses sont pleines. Pourtant, on rend des francs sur des francs et des euros sur des euros. C'est une question d'organisation. Dans des jours d'affluence, eh bien, le change sera matériellement impossible. Ou à ce moment-là, ce sera au détriment de notre travail. Hein. La double circulation exaspère les commerçants. La plupart auraient d'ailleurs préféré basculer du jour au lendemain, du franc à l'euro. Difficulté aussi pour les particuliers en quête d'euros. On signalait par exemple 2 heures d'attente à Paris dans certaines succursales de la Banque de France pour changer les francs. Puis on apprend qu'une personne a également changé 1 800 000 francs en euros cet après-midi à Amiens. L'euro va-t-il changer certaines de nos habitudes? Les pourboires, par exemple, sont-ils plus ou moins nombreux, plus ou moins généreux? La parole aux intéressés. Reportage Fanny Auvergne, Guillaume Viard. Pas facile de donner des pourboires en euros, pas facile non plus d'en recevoir. Pour s'y retrouver, ce chauffeur de taxi note toutes ses courses avant de faire les comptes le soir. Voilà ce que j'ai fait depuis ce matin. Là, c'est les sommes en euros que j'ai pris et les pourboires. Donc j'ai fait 2, 4, 6 euros. En tout, j'ai dû faire 7 euros. Tant que les gens n'ont pas encore dans la tête ce que ça vaut, pour l'instant, ils ont toujours l'impression de se faire avoir, quoi. À la poursuite des pourboires en euros, jusque dans les sous-sols du métro. Mais dans la coupelle, que des vieilles Mariannes. Pour l'instant, je paye en francs. Enfin, je finis mes francs et après, j'ai acheté le kit euro, quoi. Dernière visite chez des grands consommateurs de pourboires, les serveurs. Mais l'euro, pour l'instant, ils en ont plus entendu parler qu'ils n'en ont vu la couleur. En euros, ils donnent moins quand même. Ils sont plus sceptiques quand même. Ils sont plus regardants. En euros, on n'a rien. C'est pas un bon plan, l'euro, pour les pourboires. Je crois que c'est fini pour nous, hein. Allez, faut pas désespérer. On n'est pas aux pièces et on finira bien par les lâcher. Et puis il y a ces autres petits soucis de la vie quotidienne. Exemple, les eurodateurs, les parcs-mètres. Beaucoup parmi nous ont consciencieusement fait provision de pièces en euros pour être fin prêt. Surprise, bien souvent, on a été plus vite que la machine, que les machines. Reportage à Bordeaux, David Bazier, Vincent Pacifico. Voilà un automobiliste honnête qui va mettre des sous dans l'eurodateur. L'euro est bien en vigueur, même à Bordeaux. Mais voilà, ça ne passe pas. C'est encore en francs. Eh bien, M. Juppé est encore en retard. En francs? C'est pas normal. Ouais, mais en attendant, c'est pas grave, parce qu'ils nous disent de rendre nos francs et on doit toujours en conserver. Donc... La mairie de Bordeaux avait pourtant acheté des eurodateurs censés accepter l'euro. Elle se retourne contre le fabricant. Le Sagem, qui a été le fournisseur qui a été retenu il y a 2 ans, a été dans l'incapacité de respecter les clauses du contrat qui était au 1er janvier d'offrir le double monnayage, francs, euros. Madame, ça ne marche pas en euros, donc si vous avez des francs, ça ne sera qu'en francs. D'accord, et sinon si on n'en a pas? Eh bien, on considérera que vous êtes de bonne foi. Bon, bah parfait. Ah ouais, si on me met 75 balles sur le pare-brise, je fais quoi? On vous mettra pas 75 balles sur le pare-brise. Je me méfie parce que... Méfiance car à Bordeaux, d'autres parcs-mètres acceptent les euros. Les 150 machines défaillantes seront remplacées d'ici fin janvier. Bonne journée. Et puis à noter cet effort pour les non-voyants, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a accordé une autorisation temporaire d'émettre sur une fréquence de la région parisienne à une association d'aide. Il s'agit de diffuser des informations pratiques, la fréquence 93.9.
Le satisfecit maintenant du patron de la Banque Centrale Européenne, le néerlandais Wim Duisenberg, qui a répondu aux inquiétudes sur une possible hausse des prix par un exemple inattendu venant de ce monsieur en apparence très classique. Le Big Mac que j'ai acheté hier avec, je dois l'avouer, un milkshake à la fraise m'a coûté exactement le même prix que la semaine dernière, a-t-il déclaré devant la presse. À l'échelle de l'Europe, c'est justement l'un des effets attendus de l'euro, pouvoir comparer les prix entre pays et faire jouer, le cas échéant, la concurrence. Séverine Lebrun, Jean-Paul Choss. Oubliez les calculettes, dans la zone euro, comparer les prix devient un jeu d'enfant. Exemple entre Paris, Rome et Berlin. D'abord, le paquet de cigarettes. Les Français le paient 3,60 €, plus cher qu'à Rome ou à Berlin, où il vaut 3 €. En France, l'État prélève plus de taxes que ses voisins européens. Le petit noir ensuite, 1,10 € en France, 62 centimes d'euros en Italie, 1,40 € en Allemagne. Là, le prix dépend des habitudes de consommation. En Italie, le café est roi, il reste le meilleur marché de la zone euro. Le prix d'un litre de sans-plomb, 1,04 € en France, 98 centimes d'euros en Allemagne, 93 en Belgique. Là encore, c'est la fiscalité du pays qui fait la différence. Dans le nord de la France, les automobilistes font le détour pour faire le plein. J'habite à 2 km de la frontière, donc ça m'arrange bien, quoi. C'est toujours moins cher en Belgique. Les prix devraient s'harmoniser et avec l'euro, les distributeurs ne peuvent maintenir des écarts trop importants. Les marques vont avoir du mal à présenter par exemple un t-shirt ou un pull d'un prix différent d'un pays à l'autre. Dernier exemple, le paquet de 12 préservatifs. 6 € à Paris, 10,85 € à Rome, 8,80 € à Berlin. Un des rares produits où les Français peuvent s'estimer privilégiés, ou presque. Pas encore assez moins cher, je trouve. Voilà. Ça devrait être gratis. Chez un autre de nos voisins, la Belgique, le basculement s'est fait encore plus facilement qu'en France, grâce, semble-t-il, à ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique. Sur place à Bruxelles, Christian-Marie Monod. 6,30 €. Alors ça c'est 2, ça c'est 3. L'arrivée de l'euro multiplie les manipulations de pièces et de billets. La Belgique a trouvé la parade avec le porte-monnaie électronique. C'est une puce intégrée dans la carte bancaire qui permet de payer de faibles montants. Les consommateurs l'utilisent fréquemment. Je l'utilise en général pour acheter mon sandwich le midi. Puis ça m'évite de devoir transporter des pièces dans mes poches et je trouve ça très agréable de ne pas devoir le faire. Cette réserve d'argent se reconstitue auprès d'un distributeur de billets traditionnels. Le chargement moyen est de l'ordre de 40 €. Certains expriment tout de même des réserves. Le consommateur doit rester attentif au prix, doit rester attentif aux pièces et aux billets. Et le paiement électronique ne remplacera pas toutes ces pièces et tous ces billets. La société créatrice de ce porte-monnaie nie tout risque de dérapage. Il s'agit de petits montants, donc c'est surtout la facilité qui compte et les gens s'en rendent très bien compte. Ils voient le montant affiché à l'écran du terminal et c'est surtout la facilité ici qui compte. Avec 10 millions de cartes bancaires pour 10 millions d'habitants, les Belges sont champions d'Europe. À l'heure de l'euro, ce portefeuille électronique pourrait peut-être inspirer d'autres banques européennes. D'après les chiffres officiels, dans le grand mouvement vers l'euro, c'est l'Italie qui serait bonne dernière. 3% seulement de transactions en euros aujourd'hui, contre 20% en moyenne dans l'Euroland et 50% en France, on l'a dit. Ce succès fait des envieux. La presse suédoise réclame une adhésion rapide. Nous avons raté la fête, écrit aujourd'hui le principal quotidien financier. Et puis, nouveau signal fort en Grande-Bretagne avec ces déclarations de Tony Blair lui-même en visite au Bangladesh. L'euro est désormais une réalité. Lui tourner le dos ou adopter la politique de l'autruche serait une grosse bêtise. Tony Blair qui laisse entendre qu'un référendum sera organisé très prochainement. Aux États-Unis aussi, le scepticisme s'efface. L'homme de la rue n'est pas au courant, mais les milieux économiques s'y intéressent de près, même si pour eux, la suprématie du dollar a encore de beaux jours devant elle. À New York, Pascal Doucet-Bon, Tommy Streff. Mais qu'est-ce qui fait courir les New-Yorkais? Jusqu'à présent, ce n'était pas l'euro. Je sais juste que vous allez avoir un euro-dollar, mais je ne sais qu'en penser. Et vous appelez ça l'euro-dollar? Pourquoi vous l'appelez comme ça? Quelqu'un m'a expliqué ça comme ça. C'est comme une seule monnaie? Il n'y aura plus de francs, de lire? La même monnaie pour tout le monde? Ah, je ne savais pas. C'est intéressant.
Dans les médias, la monnaie unique ne fait pas la une, mais les journalistes saluent la prouesse technique européenne. Et à la bourse de New York, on voit l'euro plutôt d'un bon œil. Les investisseurs en ont acheté hier, mais ils restent prudents. Ils croient en l'euro et ils cherchent à croire, ils cherchent des excuses pour acheter l'euro. Ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, depuis 3 ans, comme la valeur de l'euro a baissé, il y a pas mal d'investisseurs qui ont perdu de l'argent dans les investissements en euros. Alors ils sont plus méfiants qu'avant. Mais cet analyste, comme la plupart de ses collègues américains, croit tout de même en une parité entre l'euro et le dollar américain dans les mois à venir. Et l'euro est déjà monté un tout petit peu, il vaut 90 cents aujourd'hui. Tout va dépendre en fait de l'inflation, dit-on ici. Si elle est maîtrisée durablement, alors les investisseurs américains viendront sur le marché européen sans hésiter. En bref, à l'étranger, le Proche-Orient, Israël dessert l'étau du blocus. L'armée s'est retirée de 4 villes palestiniennes, Tulkarem, Kalkilia, Jenin et Hébron. Yasser Arafat, en revanche, reste bloqué à Ramallah. L'émissaire américain Anthony Zinni a repris ses consultations aujourd'hui entre les deux parties. En Afghanistan, cette proposition des talibans, nous sommes prêts à livrer le Mollah Omar si les bombardements américains cessent dans le sud du pays, proposition relayée par des chefs de tribus afghans, mais qui n'a pas été confirmée à Washington. Pendant ce temps, les troupes françaises de la force internationale s'installent peu à peu sur l'aéroport de Kaboul. Envoyés spéciaux Bernard Lebrun, Jean-François Hoffman. Sur les pistes, nous suivons le chef du bataillon français. Ces 2 bâtiments partiellement détruits, l'ancien terminal des lignes intérieures afghanes, sont la future caserne des 500 soldats attendus à Kaboul, au moins pour 3 mois. Voilà notre maison. Ils sont une vingtaine pour l'instant, mais déjà, ils lient connaissance avec les Afghans ou, plus compliqué, s'initient à leur langue. Saheb, c'est petit ou Saheb, c'est grand? Oh, Saheb. Saheb, c'est grand. Oh. D'accord, c'est le chef. Ne vous écartez pas, n'allez pas dans les broussailles. Il y a des mines, il y a des engins non explosés. Ce matin, il y en a une qui a pété. Et c'est parti pour un très prudent premier état des lieux. 2 sapeurs démineurs du génie de Montauban ont rassemblé des dizaines de munitions non explosées. L'aérogare était tenu par les talibans et visiblement par les troupes arabes de Ben Laden. On va vers les cuisines. Des cuisines délabrées. Le bataillon ne pourra pas compter dessus pour améliorer l'ordinaire. L'ennemi numéro 1 dans un premier temps, c'est bien le froid. Hein. Donc il faut faire en sorte de faire vivre nos soldats dans les meilleures conditions possibles. Vous auriez pu refuser ce lieu, mon colonel? Ah oui, absolument. C'est l'un des mieux qu'on m'a proposé. Ce n'est pas avant lundi qu'arriveront les premières troupes de France. Une section du génie venue de Montauban, suivie d'une compagnie de combat de Fréjus, s'installeront ici, dans cet aéroport. En Australie, près de Sydney, dernier recours pour 7000 personnes menacées par les flammes. Elles ont tout simplement dû dormir sur les plages. 12 maisons de cette petite station balnéaire ont été détruites. Les pompiers espèrent maintenant une baisse des températures et une hausse de l'humidité. C'est ce qu'annonce la météo. Sauvetage aussi, vous l'avez vu, d'un kangourou qui avait préféré la baignade. Canicule en Australie, pluie torrentielle au Brésil, dans le centre du pays. Les rivières qui débordent emportent tout sur leur passage. Loïc Delamornay. Il y a 1 mois à peine, cette ville avait été classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Aujourd'hui, le cœur de Goiás Velho, capitale régionale historique, est dévasté par les eaux. Depuis le jour de Noël, les pluies sont torrentielles et ininterrompues sur le centre du Brésil. Les fleuves et rivières ont largement quitté leur lit, emportant des pans entiers de maisons et laissant des centaines de sans-abri. Officiellement, les inondations n'ont pour l'instant fait aucune victime dans cette région. Mais il n'en serait pas de même dans d'autres États du Brésil, eux aussi touchés, où les médias locaux annoncent jusqu'à 70 morts. L'accalmie n'est pas à l'ordre du jour. Les services météorologiques ont averti que les pluies pourraient perdurer tout le mois de janvier. En France, la Meuse et sa crue programmée après Verdun, c'est maintenant Sedan dans les Ardennes qui s'attend à être touché par la vague. Ce soir à minuit précisément, d'après les prévisions. Ces images ont été tournées à une quinzaine de kilomètres de là à Mouzon. Voilà qui nous amène à la lutte contre les risques. Le gouvernement a présenté ce matin au Conseil des ministres un plan de sécurisation du logement
avec notamment une carte d'identité des immeubles que tous les acheteurs ou locataires pourront réclamer ou consulter. Tous les immeubles seront désormais dotés d'une sorte de carnet de santé qui recensera les travaux passés ou à venir, les assurances et autres contrats. Pour ceux des immeubles qui ont plus de 15 ans, s'ajoute un diagnostic technique obligatoire, pour l'instant c'est un peu dans le noir, concernant notamment les termites, l'amiante, le plomb ou la peinture. C'est le syndic de copropriété qui devra le tenir à jour. Reportage Sébastien Leguet, Éric Delagneau. Dans la résidence des Roseraies, c'est comme partout. Celui qui prévoit d'acheter pose d'abord des questions très pointues. Mais ici, le syndic dégaine toujours son arme, le carnet d'entretien, un grand livre d'histoire. Sur les espaces verts, par exemple, le carnet est riche d'enseignements. On a créé des arrosages automatiques. On a également refait, ce que vous avez derrière moi, l'ensemble de l'aire de jeu pour les enfants qui a été remis aux normes donc l'année dernière. Les ascenseurs sont-ils aux normes aussi? Qui vérifie leur fonctionnement? Faut-il prévoir des dépenses? Là encore, le carnet est une mine d'informations. Ce sont des appareils qui arrivent à 30 ans, 31 ans exactement. Là, normalement, on doit être tranquille pour une dizaine d'années avant de revoir l'ensemble du motoréducteur et les câbles. Sur le toit, des ouvriers s'affairent. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils viennent régulièrement. Vous pouvez me garantir qu'il y a une sécurité maximale au niveau de la terrasse? Oui, il y a une sécurité maximale au niveau de la terrasse. Comment je peux le voir, ça? Eh bien, on peut le voir par effectivement toutes les factures qui ont été payées. Dans le dossier, on trouve d'autres papiers qui rassurent, comme celui qui certifie l'absence d'amiante. C'est un carnet de santé qui ne peut rien cacher. De toute façon, si le carnet est bien fait, on verra tout. Le reste, nous le nôtre, je pense, sera fait, reflètera bien la résidence telle qu'elle est. La loi rend obligatoire le carnet d'entretien. Ici, le syndic bénévole a pris beaucoup d'avance pour mieux s'organiser et pour donner aux copropriétaires des gages de transparence. Alerte à la méningite foudroyante après Clermont-Ferrand, un cas signalé à Châteauroux où une jeune fille de 16 ans est morte en fin de matinée. Un casse-tête pour les autorités car elle avait auparavant passé plusieurs soirées dans une discothèque très connue de la région, le Sifos, à Bonnat. Inquiétude pour les quelques 1300 personnes qui l'ont côtoyée à cette occasion, qui sont appelées à se présenter dans leur pharmacie. On ne connaît pas précisément la souche de la maladie. Santé toujours avec cette étude publiée dans la revue britannique Nature. Entre vieillissement prématuré et cancer, il faut apparemment choisir. Des travaux menés sur des souris ont montré que posséder trop de protéines agissant contre les tumeurs réduit de 20% l'espérance de vie. Laurence Decherf. Son absence génère des tumeurs. Son excès ferait vieillir prématurément. C'est la P53, une protéine. Des chercheurs américains viennent de démontrer que chez la souris, trop de P53 réduit de 20% l'espérance de vie. Et pourtant, cette protéine est indispensable. Lorsque notre organisme est agressé, le gène de la P53 répare l'ADN ou élimine la cellule malade. Sans P53, notre patrimoine génétique s'emballe, nous arrivons à avoir des cellules qui ont une division incontrôlée et donc on génère comme ça un cancer. Pour la moitié des tumeurs, c'est la P53 qui est déficiente. Les chercheurs ont donc réussi à réintroduire cette protéine chez les animaux pour traiter le cancer. Des essais thérapeutiques chez l'homme sont en cours aux États-Unis. Cette nouvelle donnée sur le vieillissement pourrait donc relativiser les bienfaits de cette P53. On peut effectivement penser que peut-être qu'on va guérir les gens de leur cancer, mais on va les faire vieillir plus vite. Maintenant, il faut se rappeler que c'est chez la souris, que c'est des conditions totalement différentes. Donc je pense que déjà, si on arrive à guérir les malades en leur redonnant de la P53 sauvage, ça sera déjà une étape importante et on verra les problèmes de vieillissement plus tard. Vieillissement ou cancer, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre avec la bonne dose de P53. L'image du clonage maintenant au service du progrès médical. Dans le cochon, tout est bon, disaient nos grands-mères. Eh bien, des chercheurs américains viennent de réussir à multiplier ces porcs miniatures, particulièrement adaptés, semble-t-il, à l'homme, pour des greffes de cellules, de tissus ou d'organes. C'est une société britannique, la même qui avait créé Dolly, qui a présenté cette expérience. À la frontière de la science et de la police, cette nouvelle génération de détecteurs de mensonges. Mentir, paraît-il, fait rougir. Delphine Orviller. Cet homme est un menteur. C'est en tout cas ce qu'affirme cette caméra mise au point par des chercheurs du Minnesota. L'idée de départ est simple. Quand un individu ment, le sang afflue au visage, particulièrement autour des yeux. Résultat, la température de sa peau augmente et c'est ce changement de température traduit en couleur que détecte l'appareil.
Jusqu'à présent, les détecteurs de mensonges ne prenaient en compte que le rythme cardiaque de la personne et l'accélération de sa respiration. C'est la première fois qu'une technologie permet de détecter un mensonge, de le mesurer, sans qu'aucun contact avec l'individu ne soit nécessaire, instantanément, en temps réel. Ce système électronique pourrait d'ici 2 ans être installé dans les endroits publics, notamment dans les aéroports où les contrôles de sécurité sont indispensables. Et à la question « Portez-vous une arme dans vos bagages ?», un simple visage pourrait apporter une réponse fiable. Les vacances au ski, on parle beaucoup des dernières tendances des sports de glisse, souvent des sports extrêmes. Beaucoup plus discrètement, depuis plusieurs saisons, ce bon vieux ski de fond revient en force. Au Saisie, reportage Mathias Hillion, Blaise Grenier. Qu'on se le dise, le ski de fond, désormais, c'est jeune. Sport d'endurance et de glisse, il peine pourtant à se développer, au grand regret des stations qui en vivent. Fuseau rouge et bonnet à pompons assortis, Dominique est moniteur et pour lui, le ski de fond, c'est très tendance. L'image du ski de fond a tellement été longtemps l'image des gens qui ne savaient pas, qui avaient peur de la glisse, qui avaient peur de tomber, un peu pépère, chaussettes à jacquard et puis le casse-croûte dans le dos. Actuellement, moi je pense, rien quand on voit les tenues, un petit peu l'idée sportive qu'a le skating, hein, le patinage, ça pourrait bien déborder sur une clientèle qui n'imaginait pas avoir cette activité qui est quand même très complète. Hop, regarde, t'as vu comme elle plie bien les genoux? Regarde. C'est ce que j'ai fait au début. Hop, là, tu plies les genoux, mais pas encore assez. Regarde, hop, vous avez vu la différence? Et hop, les enfants sont effectivement conquis. Je sais plus c'est qui m'en a parlé, il a dit ouais bah viens au ski de fond, c'est tout, on s'éclate trop bien au club de ski de fond. J'ai dit bah voilà. Et après on ira sur le télécorde pour passer un peu dans les petits slaloms aménagés, de manière à travailler l'équilibre d'une jambe sur l'autre, le transfert du poids du corps et tutti quanti. Allez, là c'est parti. Hop. Et re-hop, les fondeurs poussent sur les jambes et s'enfoncent dans la forêt. Ici, pas de queue aux remontées mécaniques, pas d'embouteillage sur les pistes, la nature et le silence, tout simplement. En ski de piste, ils descendent très vite, ils ne voient rien. En ski de fond, on admire des paysages, surtout le matin au soleil, comme ça, c'est géant, géant, géant. Et pour que ce soit encore plus géant, la station des Saisies aimerait bien conquérir une nouvelle clientèle, les adeptes du roller, une discipline très proche du ski de fond, la neige en moins. Géant aussi le rallye Arras-Dakar et cette longue étape entre Ouarzazate et Tantan, toujours au Maroc. Le motard français Cyril Després a été victime d'un accident au kilomètre 262. Il a abandonné, il s'en tire avec une luxation de la hanche. Côté voiture, au milieu de ces paysages splendides, le japonais Masuoka a remporté l'étape. Il est donc toujours leader ce soir. Dernière minute avec une 10e victime suite à l'incendie de la maison de retraite de Saint-Bonnet-de-Mur. Il s'agit d'un pensionnaire très âgé. Il avait été hospitalisé en soins intensifs. Fin de cette édition, à suivre donc questions ouvertes avec François Hollande, météo, point route. À noter à 22h50 une émission spéciale Afghanistan avec Christophe de Ponfilly et Jérôme Bonny. Prochain journal 1h15, Ève Mettet. On se quitte avec ces images de Paris sous l'eau, Paris sous la glace. Certains, vous allez voir, ils trouvent leur compte. À demain. Ah, lundi.